Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors retour à nos cours, notamment avec un cours cette fois-ci de troisième, pour terminer notre chapitre concernant le poids de l'Union européenne dans le monde. On avait vu les caractéristiques de la puissance et les difficultés de l'Union européenne dans une précédente vidéo, des difficultés qui avaient lieu lors de son élargissement, sa faiblesse politique actuelle, rappelez-vous, géant économique nain politique, et l'absence d'armée, notamment de l'Union européenne. Il n'y aurait qu'un Eurocorps qui est une toute petite puissance, j'ose même pas dire une puissance militaire, un tout petit corps de troupes destiné à montrer qu'il peut y avoir une participation européenne à un projet commun dans le domaine militaire, notamment franco-allemand. Là-dedans, maintenant, on va s'intéresser au poids de la France. Poids de la France qui est une ancienne très grande puissance, puisqu'au XVIIIe siècle, vous le savez, la France était une des premières puissances mondiales avec le Royaume-Uni et qu'il a fallu les deux guerres mondiales que nous avons déjà étudiées pour baisser vraiment la puissance française au profit de la puissance américaine. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, notamment dans la gestion de la crise actuelle du coronavirus, de la puissance asiatique. Donc on est en pleine période de redistribution des cartes entre ce qu'on appelle le vieux continent, l'Europe, et les nouvelles puissances autour de l'Asie et puis autour des États-Unis, qui eux aussi sont en pleine recomposition avec une perte de poids à l'international depuis la présidence Trump. Donc aujourd'hui, c'est le côté gauche de notre fiche qui est déjà dans votre Google Drive troisième, auquel on va s'intéresser, puisqu'on va voir avec une petite carte mentale comment s'organise la puissance d'influence et la puissance de hard power, c'est-à-dire basée sur des choses quantifiables de notre pays, à l'échelon européen, mais aussi à l'échelon mondial, parce que la France, à cause de la décolonisation et donc de son ancien empire colonial, a des relations encore entre guillemets privilégiées, c'est-à-dire des endroits du monde où elle a plus de poids, dû au poids notamment de l'histoire qu'elle a connue. Donc, déjà là, on peut voir sur la fiche que vous avez devant les yeux qu'il y a deux termes que j'ai choisis. Il y a des endroits où j'ai choisi le terme de puissance. On va se mettre le petit pointeau fixe pour pouvoir aussi voir ça mieux. Voilà. Donc j'ai choisi parfois le terme de puissance, notamment dans le domaine économique et militaire. Ça, c'est ce qui est quantifiable. Puissance militaire, nombre de soldats, nombre d'armes et type d'armes, puissance économique, nombre d'entreprises, on va voir de multinationales, etc. Tout ça, c'est quantifiable. Et puis, on peut choisir le terme d'influence pour les choses qui ne sont pas quantifiables. Ça, on va l'appeler le soft power, avec deux anglicismes. Donc, le hard power, c'est la puissance quantifiable. Donc le pouvoir dur, quantifiable, et le soft power, c'est l'influence. Ce qui n'est pas en tant que tel quantifiable, mais qui va avoir une influence très forte sur le pouvoir d'influence d'un pays dans tout domaine. Donc là, on parle d'influence dans le domaine politique et d'influence dans le domaine culturel. Nul besoin d'avoir étudié ça pour savoir, par exemple, que culinairement parlant, au niveau de tout ce qui est nourriture, la France a un soft power extrêmement fort. Mais ça va être aussi le cas dans le tourisme et aussi dans la langue, la francophonie, comme on va le voir. Donc, en Europe et dans le monde, la France a un pouvoir d'influence. Donc on dit que c'est une puissance moyenne parce qu'elle a des limites, elle n'est plus capable d'être une superpuissance dans tout domaine comme elle l'était au XVIIIe siècle. Le dernier grand moment de la superpuissance française, c'est Napoléon Ier, comme vous l'avez étudié en quatrième. Par contre, elle garde un potentiel d'influence à l'échelle du monde dû à son hard power dans certains domaines, notamment économiques et militaires dans certaines parties du monde, et grâce à son soft power. Donc nous sommes un pays qu'on peut qualifier de puissance moyenne, mais surtout dans certains endroits du monde qu'on va étudier ensemble, dans certains continents, avec vraiment une présence non négligeable de la France. Et en Europe, me direz-vous, en Europe, justement, c'est la même chose. La France est une des grandes puissances européennes qui a une voix à faire porter au sein de l'Union européenne, notamment dans le cadre du ce qu'on appelle couple franco-allemand, puisque le Royaume-Uni maintenant ne fait plus partie de l'Union européenne avec le Brexit, mais qu'auparavant même il n'avait pas, comme on l'a étudié, accepté toutes les politiques européennes, notamment autour par exemple de l'espace Schengen ou bien de l'euro, qui n'ont pas été acceptées. Donc il était impossible de se déplacer librement entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe
en tout cas des zones qui avaient accepté le traité de Schengen, comme on l'avait vu, développé à partir de 85, accepté à partir d'après, de 92, etc., etc. Lorsque se met en place l'Union européenne avec le traité de Maastricht, tout ça on l'a étudié. Mais la France aussi n'est pas une puissance économique aussi forte que l'Allemagne, on va le voir. Il y a donc des dysfonctionnements, et on le voit vraiment actuellement avec la fermeture des frontières qu'il y a eu dans le cadre de la pandémie Covid, en 2020, donc, qui est révélatrice de différences de poids aussi dans l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas réussi à imposer un fonctionnement identique à tous les pays, même dans l'espace Schengen. L'espace Schengen, techniquement, de libre circulation des personnes, comme c'est permis dans le texte, a été stoppé par cette pandémie, où tous les pays ont repris leurs prérogatives. Et l'Allemagne a donc fermé en grande partie ses frontières, même s'il reste des points de passage. Donc vous voyez qu'on a des pays, on a une Union européenne qui n'arrive pas encore à avoir un poids politique. Ça corrobore tout ce qu'on avait dit dans notre cours là-dessus. Un géant économique, certes, mais un, entre guillemets, nain politique. Et dans ce cadre-là, la France a des cartes à jouer dans le cadre du couple franco-allemand qui a très souvent été le moteur des avancées politiques, notamment même économiques de l'Union européenne. Rappelez-vous la CECA, ça concernait au départ la France et l'Allemagne, grâce à Robert Schuman, etc., après la Deuxième Guerre mondiale. Traité de 1951, le fameux traité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ensuite, ayant dérivé avec les mêmes 6 pays dans le traité de Rome en 1957 pour mettre en place la communauté européenne. Donc là-dedans, la France a une puissance en Europe qu'elle fait porter par l'intermédiaire de ses commissaires européens, par l'intermédiaire des voix de ses autorités de pouvoir exécutif, président et premier ministre et ministre, etc. Mais la France a aussi un pouvoir intrinsèque en tant que pays, et maintenant nous allons l'étudier avec nos 4 domaines de puissance ou d'influence. Donc d'abord, on va commencer par le hard power, cette puissance brute. Pour ça, on va essayer de comprendre, première chose, la puissance économique française. Donc comme je vous l'ai marqué ici, la puissance économique française, on peut la voir à partir de chiffres. Alors, 2 chiffres, 2 indications. Déjà, la France, c'est la 5e puissance économique mondiale en 2017. On verra que ça change en fonction des années, mais on reste dans un quatuor de tête qui est plus ou moins inamovible. Et c'est 35 entreprises parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales, ce qu'on appelle donc des entreprises internationales ou multinationales. Donc il y en a 35 françaises parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales. C'est un signe de puissance économique. Donc économiquement parlant, la France est une grande puissance, à peu près le 5e pays le plus puissant mondialement. En tout cas, c'était le 5e en 2017. Alors pour vérifier ces chiffres, regardons quelques documents. Par exemple, celui-ci. Donc on voit bien ici que la France est actuellement à peu près la 5e puissance économique mondiale dans le cadre de pôles de ce qu'on appelle la fameuse triade. Alors rappelez-vous ce concept, la triade, les 3 zones les plus puissantes économiquement du monde, que sont actuellement l'Europe, notamment avec l'Union européenne, l'Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada, j'oublie pas l'Alaska évidemment, et l'Asie de l'Est, une partie de la Chine et surtout le Japon avec également la Corée du Sud. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la triade. Donc vous avez des partenaires dans cette triade et des échanges qui se mettent en place entre les différents pays de la triade. Donc, 60% de la valeur des imports-exports mondiaux, c'est les échanges de l'Union européenne avec ses différents partenaires. Donc vous avez là 3 zones qui dominent l'économie mondiale. La France en fait partie, c'est donc intrinsèquement, avec ça, une puissance économique très forte. La France bénéficie de cette puissance économique européenne et, à contrario, l'Europe bénéficie de la présence de la France en son sein pour développer son économie. Donc les 3 principaux partenaires français hors Union européenne, c'est la Chine, les États-Unis et le Japon, et ça représente 14% des imports-exports français. Donc 60% des imports-exports français, c'est l'Union européenne, les partenaires de l'Union européenne. 14%, c'est les 3 partenaires principaux hors Union européenne, Chine, États-Unis, Japon. Donc des zones de la fameuse triade. Donc économiquement parlant, première chose, la France est puissante grâce à ça. Alors comment se fait-il que la France soit une puissance économique ? Regardons le produit intérieur brut en milliards de dollars. Donc on a fait
conversion de l'euro en dollars, pour être plus clair. Donc ça, ce sont les chiffres de 2017, qui sont parmi les derniers chiffres mondiaux. Alors vous pouvez voir que là, la France est bien la 5e puissance mondiale. Le produit intérieur brut, c'est l'ensemble de la production convertie en richesse de toutes les entreprises et de tous les acteurs économiques présents sur le sol français. Donc ce produit intérieur brut, par exemple McDonald's, qui n'est pas une entreprise au départ française, les McDo en France sont compris dans le produit intérieur brut parce qu'ils sont sur le sol français. Quand vous avez les entreprises françaises et leurs filiales à l'étranger, mais pas les entreprises d'autres pays en France, on appelle ça produit national brut. Donc le PIB, donc PIB, produit intérieur brut, PNB, produit national brut. Donc ce PIB français, là, vous pouvez voir qu'il y a 4 pays qui se détachent nettement du PIB français. L'Allemagne, 4e, le Japon et surtout la Chine et les États-Unis. Voilà. Par contre, vous avez 2 pays avec lesquels la France est en ballottage. L'Inde, qui est en train de beaucoup augmenter, dont on peut penser que très rapidement, elle va passer bien au-dessus. Et le Royaume-Uni, qui lui va peut-être descendre, notamment suite au Brexit. Mais la France et l'Allemagne même devraient aussi descendre un petit peu en PIB à cause des manques que va faire peser le départ du Royaume-Uni sur les politiques économiques européennes et sur les partenariats et les difficultés qu'il va y avoir à faire du commerce d'import-export avec ce pays maintenant qu'il n'est plus dans l'Union européenne. Donc si on fait le compte, vous voyez que la France a bien un poids économique mondial. Alors il est dû à quoi? Notamment aux entreprises françaises multinationales, dont voilà 4 exemples. Alstom, Danone, Louis Vuitton, Carrefour. Donc il y a plein de domaines différents de puissance économique française. Mais vous pouvez voir là que vous avez une entreprise du domaine du luxe, Louis Vuitton. Vous avez des entreprises du domaine de l'agroalimentaire, puisque la France est une grande puissance agroalimentaire grâce à la qualité de son agriculture et de ses terroirs agricoles, Danone et Carrefour, donc pour la grande distribution. Et vous avez l'infrastructure d'énergie et de transport avec Alstom. Donc, vous avez des secteurs économiques qui sont français spécifiquement, et vous voyez qu'il n'y a pas notamment tout ce qui est dans le domaine de l'industrie lourde. Il y a l'infrastructure d'énergie avec Alstom, c'est relativement rare, il n'y a pas la construction automobile par exemple, ou il n'y a pas la production d'énergie, ou la production de matériel. Ces entreprises-là, vous allez les retrouver plutôt en Allemagne. Il y en a en France qui sont des multinationales. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a toujours des contre-exemples, évidemment, à toute situation. Mais on peut dire que la France est un pays post-industriel. Son industrie lourde ne constitue plus son pôle majeur d'import-export. C'est beaucoup des choses qui sont basées sur des secteurs notamment soit agroalimentaires, soit dans le domaine du luxe, soit dans le domaine des produits de haute technologie sur des cibles bien précises, mais pas l'industrie lourde. Donc, dans notre pays post-industriel, vous voyez qu'on a des entreprises françaises qui sont multinationales avec des magasins présents dans plusieurs pays. C'est le principe de la multinationale. Elles ont des employés partout dans le monde. On peut voir plusieurs dizaines de milliers. Elles sont présentes dans plusieurs pays. C'est le principe de la multinationale, dans beaucoup de pays mondiaux. Et vous voyez que là, nous avons un numéro 1 mondial des produits laitiers frais, Danone. Nous avons le numéro 1 en Europe et numéro 2 dans le monde dans le domaine de la grande distribution, Carrefour. Donc des entreprises qui sont vraiment très importantes dans les multinationales internationales. Donc c'est une preuve de puissance économique française. Donc premier domaine de la puissance française, dans le hard power, la puissance économique due à l'économie française. Gros problème qui va se poser justement dans les importations et les exportations, c'est celui de notre crise actuelle qui a baissé notre potentiel économique au premier trimestre et au deuxième trimestre aussi 2020. Vous le savez, avec la fermeture de beaucoup d'usines pendant la crise Covid. Ça, c'est un premier point. Donc un premier domaine donc, de puissance, la puissance économique. Donc la France est une puissance économique importante à l'échelle du monde, la 5e puissance économique mondiale en 2017. Les chiffres changent suivant les années, on est toujours autour de la 5e position. Ce sera difficile de monter, puisque au-dessus, vous avez de grandes puissances économiques comme l'Allemagne, basée vraiment sur la production industrielle. Vous avez également le Japon,
la high-tech. Vous avez la Chine qui se développe encore et auquel beaucoup de produits sont associés, notamment dans la manufacture, puisque les salaires sont moins élevés en Chine. Et la Chine n'étant pas une démocratie, elle ne se sent pas l'obligation forcément d'augmenter les qualités de vie de ses employés. Puis vous avez les États-Unis qui bénéficient depuis les 2 guerres mondiales, comme on l'a étudié, d'énormément d'atouts économiques qui ont pu profiter, puisqu'ils n'ont pas été détruits, de toute la construction économique de produits qu'ils ont mis en place pendant ces 2 guerres et pendant l'entre-deux-guerres. Donc la France reste une grande puissance économique à l'échelle mondiale. Deuxième domaine de puissance, la puissance militaire. Là, vous avez 2 preuves de puissance. Première preuve de puissance, la France est un pays possédant officiellement l'arme nucléaire. C'est le général de Gaulle qui voulait absolument que la France se dote elle-même de son propre bouclier nucléaire pour ne pas être dépendante d'autres pays. Je vous rappelle que sinon, en Europe, les pays qui n'ont pas la puissance nucléaire sont protégés par l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est sous commandement américain, et donc sont obligés de dire oui aux demandes d'action militaires américaines sous peine de ne pas se voir proposer ce bouclier nucléaire en cas de besoin. Donc la France, elle, a elle-même la bombe atomique, depuis que le général de Gaulle a opté pour cette mise en place. Il était même sorti du commandement de l'OTAN, etc., etc. C'est sous Nicolas Sarkozy que nous sommes à nouveau rentrés à 100% dans cette organisation et dans son comité directeur. Intervention militaire de la France dans le monde entier, par exemple actuellement en Syrie, mais aussi en Afrique. Alors pourquoi ces interventions ? Pourquoi cette puissance militaire ? Regardons maintenant le statut militaire de la France. Que voilà. Donc voilà la carte de 2018 tirée du site officiel du ministère de l'Armée des interventions militaires en France dans le site de la Défense de 2018. C'est celle qui était la mieux faite, donc c'est celle-là que je vous ai mis, même si elle date maintenant il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc sur le territoire national, vous avez 13 000 hommes qui sont déployés. Au total, vous avez 30 000 militaires français engagés en 2018 dans des opérations. Regardez bien, il y a un point commun dans toutes ces opérations. Regardez où elles se situent. Alors vous avez vu, la plupart se situent en Afrique. Pourquoi ? Parce que l'Afrique est composée de zones qui étaient, pour certaines d'entre elles, d'anciennes colonies françaises. D'où la présence française dans ces territoires. Encore aujourd'hui, il y a des liens que la France a continué à avoir, parfois des liens compliqués, puisque après cette période de colonisation, on l'a vu, il y avait plein de troubles. Souvent, des dictateurs ont pris le pouvoir dans ces pays et la France, parfois, malheureusement, les a soutenus. Donc vous avez des liens encore entre la France et les différentes puissances africaines. Et dans le cadre de la lutte antiterroriste, justement, l'opération Barkhane, l'opération Chamal et l'opération Daman se sont mis en place. Parmi ces opérations-là, l'opération Barkhane est une opération qui a lieu en Afrique. Vous avez donc des forces françaises présentes dans ces territoires, soit pour aider les différents pays à éviter les conflits, soit pour traiter les problèmes dus au terrorisme mondial. Vous avez également une présence française avec l'opération Chamal en Asie, au Proche-Orient, donc. Et vous avez également des mesures de France dans l'OTAN. L'OTAN peut demander aux pays qui en sont membres de participer à des mesures. Et des forces donc de dissuasion françaises nucléaires qui sont, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, basées sur des sous-marins nucléaires et des missiles présents sur des avions pour éviter d'avoir des bombes nucléaires présentes tout le temps au même endroit. Le sous-marin peut être n'importe où et donc est beaucoup moins décelable. La France possède des sous-marins nucléaires à propulsion nucléaire et à présence de torpilles nucléaires. Puis on peut voir aussi en bleu, regardez, qu'il y a d'autres endroits où la France est présente. Ce sont les restes de notre empire colonial. Les dom-toms, les départements, les territoires d'outre-mer. Donc la France a une présence militaire dans les Antilles françaises, en Guyane, dans la Réunion, dans la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Donc toutes ces zones sont des forces de souveraineté. Donc la France est là sur des territoires qu'elle possède. Et vous pouvez voir que la France est donc présente dans tous les océans du monde, puisque vous avez l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien avec la Réunion. Que vous avez aussi la terre Adélie française dans l'océan glacial arctique, etc., etc.
Donc dans tous les grands océans mondiaux, et c'est pour ça que la France est aussi une grande puissance militaire, vous avez des forces françaises en présence, des forces militaires qui sont de droit dans des zones que la France possède, qui sont les restants de son empire colonial. Je vous rappelle la grande différence, c'est que toutes les personnes autochtones vivant dans ces endroits sont toutes des citoyens français avec une carte d'identité française et évidemment les mêmes droits qu'en métropole. Donc voilà pour la puissance militaire française, basée à la fois sur son armement, la présence de la bombe nucléaire, et sur sa force de frappe à l'extérieur, notamment de la France, notamment en Afrique et dans les territoires qui sont d'anciennes colonies françaises et les dom-toms. Donc ça, c'est le hard power, la puissance dure. Et ben maintenant, vous avez le soft power, la puissance d'influence. Alors d'abord, une influence politique, basée sur 4 choses. La France est membre de plusieurs organisations de pays à l'échelle mondiale qui lui assurent une influence politique indéniable. Alors ces 4 organisations, qu'est-ce que c'est ? Elle est membre permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, mise en place après la Deuxième Guerre mondiale pour éviter le retour de grandes guerres et pour aider aux relations diplomatiques entre les pays. Ça n'a pas toujours été une grande réussite, on n'a jamais réussi à empêcher un dictateur de faire ce qu'il voulait, mais la France est néanmoins membre permanent de ce Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, une puissance importante dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Depuis 2007, comme on l'a dit, elle est de retour dans le commandement intégré de l'OTAN, Organisation du traité Atlantique Nord, sous chapeautage américain, qui amène le bouclier de protection européen et qui remplace, rappelez-vous, cette fameuse armée européenne qui n'existe pas. Elle est le membre du G7 et du G20. Qu'est-ce que c'est ? C'est les 7 pays et les 20 pays, respectivement, groupe des 7, groupe des 20, qui sont les plus grandes puissances économiques mondiales et qui ont des réunions régulières pour s'entretenir du commerce et de la puissance économique mondiale. C'est aussi un membre de l'E3+3, donc 3 en Europe, France, Royaume-Uni, Allemagne, plus 3 hors d'Europe, USA, Chine, Russie, qui est aussi une organisation qui essaie de chapeauter dans le domaine notamment politique et économique les relations mondiales. Donc la France est présente au sein d'instances mondiales de décision. Voyons-le justement avec la France dans lorsqu'on a appelé le G8. Alors le G8, c'était avec la Russie, suite aux problématiques de régime autoritaire en Russie avec Vladimir Poutine et la détestation entre les États-Unis et la Russie, le G8 est devenu un G7 avec l'exclusion de la Russie de cette instance. Donc, vous avez donc la France avec les parallélépipèdes, les losanges jaunes, je retrouve le nom, dans le G8. Vous avez la France dans le G20, qui est là, vous voyez bien que la France fait partie des instances de décision et de consultation mondiale entre les pays riches, les pays développés, les pays puissants économiquement. Vous avez aussi, la France qui est donc un membre fondateur au sein de l'Union européenne, bien sûr, un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui à New York a son siège, qui a des bases militaires à l'étranger, comme on l'a dit, qui participe à des opérations militaires et qui est une ancienne puissance coloniale avec des territoires français et des ZEE, zones économiques exclusives, c'est-à-dire que vous avez le droit notamment de faire de la pêche ou des activités économiques sur un certain territoire autour des terres qui vous appartiennent, et d'anciennes colonies, et ça c'est le 3e point, qui font partie, et même linguistiquement, d'une sphère d'influence culturelle française. Donc la France, c'est un ancien empire colonial qui a une influence culturelle et diplomatique, c'est-à-dire que même le français va être utilisé comme 2e langue diplomatique mondiale. Vous doutez que la première, c'est évidemment l'anglais. Tous ces gens qui parlent français et qui sont donc francophones, soit en première, soit en 2e langue, sont appelés la francophonie. Au total, il y a 220 millions de personnes dans le monde qui parlent français. Et ça, c'est une vraie preuve d'influence culturelle. Même culturellement, nous essaimons dans notre langue. Mais aussi, comme on l'a vu, dans nos pratiques. Par exemple, tout ce qui est industrie du luxe, le luxe dit à la française. Dans tout ce qui est tourisme, la France représente un certain type de mode de vie. Elle est donc connue dans le monde. La Tour Eiffel est un des bâtiments qui est le plus facilement reconnu dans le monde. C'est d'ailleurs le bâtiment le plus facilement reconnu dans le monde par une personne. Donc si vous faites le compte,
vous voyez que la France a un pouvoir d'influence culturelle. C'est typiquement ce qu'on appelle le soft power. Vous avez aussi la musique française, vous avez aussi le cinéma français. Il y a une interaction entre les pays. La musique anglo-saxonne, le cinéma anglo-saxon influence la France, mais vous avez tout de même une sphère d'influence française non négligeable due à tout ce qui est culturel. Alors regardons justement ce qu'il en est de la francophonie. Donc voilà la carte de la francophonie dans le monde. Alors ça n'échappera à personne qu'il y a 3 endroits dans le monde où il y a des gens qui parlent français. Vous avez en Europe les territoires qui sont autour de la France, qui apprennent le français parce que c'est une langue européenne. Ce n'est pas le bon outil. Voilà. Première chose. Mais vous avez aussi des territoires situés ailleurs dans le monde où on parle français, qui sont dus au fait que vous avez d'anciennes colonies françaises. Celui où, clairement, le taux de francophones est le plus élevé, c'est le Québec, comme vous pouvez le voir, où, comme au Canada, vous avez 2 langues nationales, vous avez l'anglais et le français, le Québec faisant partie du Canada. Rappelez-vous le mot de Gaulle, vive le Québec libre, qui allait là-bas, qui a fait exprès pour titiller un peu l'âme du Québec et pour embêter les Américains à ce niveau-là, de dire qu'il serait pour le Québec indépendant. Donc ça, c'était le petit mot de Gaulle, mais qui montre bien que le Québec a une particularité au sein même du Canada, c'est ça, francophonie. Vous avez également Louisiane, dans les États-Unis, beaucoup de francophones, parce que la Louisiane, comme son nom l'indique, avec Louis, était une ancienne colonie française. Donc là, vous avez des endroits, notamment le Québec, la Louisiane, qui étaient d'anciennes colonies françaises, et puis l'endroit colonisé, évidemment, l'Afrique, avec l'Afrique occidentale française, avec Madagascar, avec d'autres colonies françaises, où vous avez un nombre important de francophones. C'est pour ça que vous en avez aussi autour, notamment, de l'Indochine, devenue ensuite le Vietnam, colonie française, également décolonisée avec Ho Chi Minh, et comme on l'avait vu quand on a fait la guerre froide, la différenciation entre Nord-Vietnam et Sud-Vietnam avec les Viet Cong. Donc si on fait le compte, justement, vous avez là des territoires francophones, très souvent dus à la colonisation et en restant de la colonisation et à l'influence économique et culturelle française dans différentes zones, notamment européennes. Voilà qui va nous permettre d'affirmer une chose. La France est un pays qui est important à l'échelle mondiale. La France est une puissance, alors pas une puissance complète, une puissance incomplète. Elle n'a pas de pouvoir dans tout domaine comme peuvent l'avoir des superpuissances issues de la guerre froide, les États-Unis notamment. Elle a une puissance moindre économiquement parlant que l'Allemagne, que bientôt l'Inde, que la Chine, que les États-Unis. Mais elle bénéficie du soutien européen là-dedans. Donc la France nourrit de sa puissance l'Union européenne, et l'Union européenne, à contrario, nourrit de sa puissance économique la France. La France, elle, va avoir une influence politique et une influence culturelle qu'elle va mettre au bénéfice notamment de l'Europe, d'où d'ailleurs cette semaine même la réunion franco-allemande des 2 dirigeants, Angela Merkel et Emmanuel Macron, dans le cadre d'une relance de la politique européenne, justement pour montrer que malgré les différends liés à la crise actuelle Covid, il y aurait un moyen de faire avancer la politique économique et la politique culturelle et la politique diplomatique européenne ensemble, pour remettre un peu les pendules à l'heure de l'Union européenne. On l'a beaucoup oblitéré, on en a beaucoup moins parlé. Lors de la crise Covid, elle a perdu beaucoup de puissance en interne et en externe. Et on a aussi une puissance soft power typiquement française d'influence due à ce que l'on fait en France, au tourisme que l'on fait en France, à la culture qui se met en place en France, qui débouche sur une influence politique autonome de la France. Donc 4 domaines de puissance, 2 de hard power, la puissance économique française, la puissance militaire française, et 2 de soft power, l'influence culturelle et l'influence politique, qui ne sont pas vraiment facilement quantifiables, mais qui existent et qui prouvent que la France est une grande puissance dans ces domaines-là mondiaux. En résumé, la France est bien une puissance moyenne à l'échelle du monde, mais elle a un pouvoir d'influence qui reste mondial. Nous avons perdu, entre guillemets, de la puissance depuis 2 siècles, depuis notamment la fin de l'Empire napoléonien, de Napoléon Ier, mais nous restons un pays avec lequel, dans le monde, il faut composer un pôle démocratique et un pôle de puissance économique et politique dans le monde.
Voilà, ce qui nous permettra, pour terminer notre étude européenne dans notre prochaine vidéo, maintenant de nous intéresser au dernier point, c'est le sentiment d'appartenance justement à l'Union européenne. Est-ce qu'on se sent aujourd'hui citoyen de l'Europe comme on se sent citoyen français? Et avec la crise actuelle que nous avons vécue et son cortège de fermeture de frontières et de différences d'appréciation entre les pays des politiques justement à mener, confinement, pas confinement, fermeture de frontières, pas fermeture de frontières, vous voyez que l'Union européenne a encore beaucoup de travail, comme on l'a dit, dans le domaine politique. Rappelez-vous, l'histoire d'hier nourrit la diplomatie d'aujourd'hui et la géographie diplomatique d'aujourd'hui, ce qu'on appelle la géopolitique d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain. Donc vous êtes en train de vivre un moment qui sera dans les livres d'histoire plus tard. Voilà. Donc ceci étant, là c'est pour très certainement plus tard dans la semaine, je vais reprendre le cours des vidéos avec un rythme plus soutenu. D'ici là, donc, je vous dis à bientôt et comme d'habitude, je vous souhaite de vous porter bien.